Bonjour à tous. Un rapport autour duquel s'est rassemblé un mouvement fait plus que des préconisations, ouvre davantage que des pistes, engage des actions très concrètes pour recouvrer une souveraineté numérique en Europe. Comment ? Eh bien, en créant une infrastructure numérique souveraine. Ça s'appelle Eurostack et ce sera notre sujet à la une de Smartech aujourd'hui. On va aussi faire un détour par l'économie du mobile pour s'intéresser à la publicité qui, ça y est, arrive dans ces super apps. Et puis, on va s'intéresser aux services d'urgence. Je dirais même qu'on va s'y intéresser tout de suite. C'est l'interview dans Smartech avec une nouvelle génération de services d'urgence. Pour cette interview aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Yves Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing stratégique pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique de ST Microélectronique. Je voulais d'abord que vous nous disiez un petit mot quand même sur le positionnement de ST aujourd'hui dans le marché des semi-conducteurs. Ok, donc ST, effectivement, dans le marché des semi-conducteurs, on conçoit, on fabrique des composants électroniques qui servent aujourd'hui dans différentes applications du quotidien, que ce soit vos appareils électroniques, téléphone, votre électroménager à la maison, l'automobile également, où on a pas mal de composants, et puis des applications beaucoup plus industrielles qu'on va retrouver dans toutes nos entreprises en Europe, par exemple, et au-delà dans le monde. Alors, notre sujet, c'est pas tellement ça, mais c'en est pas si loin finalement. Vous avez annoncé avec la Software République Vision for Rescue qui doit faire émerger une nouvelle génération de services d'urgence. Alors, parlez-nous de ce projet. En quoi ça consiste précisément ? D'accord. Alors, je vais d'abord vous parler un tout petit peu de la Software République pour remettre ça dans son contexte. La Software République, c'est un écosystème d'innovation collaborative avec 7 partenaires, dont par exemple Dassault qui fournit des outils de simulation, Thales des outils de sécurité, ST des composants électroniques bien sûr, Renault aussi également. Ouais. Et le but de cet écosystème, c'est vraiment d'essayer de collaborer pour innover sur des sujets de mobilité, quand l'innovation aujourd'hui, c'est difficile de la faire tout seul, donc on se met en groupe et on essaye d'adresser les points de douleur, comme on dit en anglais, sur des sujets de mobilité. Et notamment, Vision for Rescue, c'est cet état d'esprit-là. On s'est associé avec des brigades de sapeurs-pompiers, notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour comprendre leurs problématiques, comprendre leurs challenges, et ils nous en ont donné 2, pardon. Un, le fait d'être le plus efficace et le plus rapide possible. Chaque seconde, voire chaque minute compte dans les services d'urgence. Et 2, le fait d'essayer d'intégrer et de rassembler un certain nombre d'outils qu'ils utilisent aujourd'hui et qui sont très hétérogènes. Et en partant de ces 2 problématiques-là, on a essayé de construire Vision for Rescue, qu'on a donc présenté il y a... Parce que les services d'urgence, aujourd'hui, c'est un coup de fil et ça y est, ils arrivent. Donc, quelle était vraiment la difficulté, là ? Alors, c'est effectivement un coup de fil, et puis quand on regarde derrière la scène, c'est beaucoup plus de coups de fil, beaucoup plus d'interactions entre les différents services, et c'est vraiment ce qu'on a essayé d'apporter avec Vision for Rescue, intégrer tous ces outillages-là dans une expérience beaucoup plus unifiée, beaucoup plus intégrée, avec... Donc c'est quoi ? C'est une plateforme logicielle qui connecte différents services d'urgence entre elles ? Alors c'est une plateforme, oui, mais pas que. C'est aussi des équipements intégrés. On a par exemple la R4 qui a été modifiée pour la transformer en centre de commande mobile, qui intègre les outillages, qui intègre les différentes plateformes qui sont toutes connectées pour que le pompier, par exemple, sur une situation d'urgence, ait tout à portée de main. Alors, je ne sais pas si on a une image, d'ailleurs, de la démonstration à Vivatech, qui a été faite sur Vivatech 2025. Quand vous dites tout l'outillage, alors expliquez-nous plus précisément, qu'on se fasse vraiment une idée de l'innovation. Eh bien... encore une fois, l'innovation et la grande valeur ajoutée qu'on a apportée, c'est vraiment d'intégrer tous les outils. Les plateformes intégrées, les plateformes d'appel et l'ensemble des solutions qui sont à disposition des pompiers dans une plateforme homogène, et que les acteurs de l'urgence peuvent utiliser de manière très fluide et très simple. Et c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça a engagé comme transformation ? Qu'est-ce qu'il a fallu résoudre comme problème ? Vous disiez les pain points, on a essayé de travailler là-dessus. Le gros pain point, ça a été vraiment l'intégration. C'est quoi, l'interopérabilité, l'intégration des différents services entre eux. Et donc il n'a pas fallu, vous n'avez pas changé chaque service, vous avez créé une plateforme qui permet... On a créé une plateforme qui permet de beaucoup mieux intégrer les différents services. D'accord.
et de les rendre disponibles dans des équipements sur le terrain. Donc c'est 100% du logiciel, non? Non. S'il y a ST microélectronique, qu'est-ce que vous avez fait alors? Bien sûr que non. Quelle est la brique que vous avez apportée? Si vous prenez par exemple la voiture sert de centre de commande mobile et de plateforme de décollage de drones. Ouais. Les drones sont aujourd'hui équipés de composants qui leur permettent d'être beaucoup plus intelligents, beaucoup plus à même d'analyser le territoire et l'environnement qu'ils survolent, par exemple. Dans le véhicule, on a des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de mieux analyser toutes les données qui sont récoltées par le drone, par l'immobilier urbain, etc. Et puis de prendre des décisions beaucoup plus locales et beaucoup plus autonomes et d'éviter d'avoir à renvoyer toutes ces données dans un cloud quelque part ou sur une plateforme d'analyse à distance. Donc tout est fait localement et ça permet... Je parlais tout à l'heure d'optimiser et de gagner du temps. Ça permet justement de gagner ce temps-là parce que tout est fait localement sur les équipements qui sont intégrés dans les véhicules et dans les équipements connectés. Donc localement, en situation mobile, ça veut dire que les services d'urgence de nouvelle génération sont des postes de commande mobiles qui pourront prendre des décisions directement sur le terrain et donc agir beaucoup plus vite et collecter de la donnée autour d'eux. Tout à fait. Super, merci beaucoup Pierre-Yves Berger, directeur marketing stratégie chez ST Microelectronics. Merci pour vos éclairages. Merci à vous. Comment reprendre le contrôle sur cette industrie du numérique en Europe? Un rapport fait plus que tirer quelques pistes, proposer quelques recommandations. En fait, il va beaucoup plus loin. Il est vraiment pourvoyeur d'idées, d'actions très concrètes. Il s'appelle Eurostack. On en parle tout de suite avec Stéphane Fermigier qui est avec moi en plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes fondateur PDG d'Abilian, qui est une société qui développe des solutions de gestion de l'information d'entreprise qui sont basées sur des logiciels open source. J'allais dire, cela va sans dire, parce que vous êtes aussi le coprésident du Conseil national du logiciel libre. Oui. Et nous avons aussi, pour cette discussion, Yann Lechel qui est connecté à distance avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Entrepreneur de la tech, cofondateur de Probable AI, qui est une spin-off d'Inria, dédié au développement et au soutien de Scikit-learn, qui est l'une des principales bibliothèques open source de machine learning au monde. Et vous défendez donc activement l'idée d'une IA européenne ouverte, éthique et qui vient se poser en opposition à la domination des GAFA dans ce domaine. Alors Stéphane et Yann, vous êtes des membres actifs du collectif Eurostack, qui est donc notre sujet. Vous allez pouvoir tout nous expliquer. Si je vous pose la question déjà de qu'est-ce que c'est cette Eurostack? J'ai parlé d'un rapport, derrière il y a un mouvement qui s'est constitué. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots Eurostack, sa naissance? Alors Eurostack, d'abord, c'est un constat, c'est le constat des dépendances européennes en matière de numérique. Donc il y a un chiffre très frappant, ou 2 ou 3 chiffres, par exemple, plus de 70% des entreprises et des administrations européennes utilisent des clouds américains, les fameux les trois géants du cloud américain. Et on parle, par exemple, de 260 milliards d'euros qui, chaque année, uniquement pour les services cloud et les logiciels d'entreprise, vont de l'Europe vers les États-Unis. Donc il y a clairement une dépendance économique. Juste pour économique. être sûr de bien comprendre, sur ce chiffre, c'est uniquement sur la partie administration? Sur la partie administration et entreprise, B2B. Et entreprise. Mais ça ne tient pas compte de tous les services grand public. Auquel cas, la domination serait encore bien supérieure. Alors il y a eu un constat en septembre dernier au Parlement européen, avec un certain nombre d'acteurs de ce domaine qui se sont réunis et qui ont vraiment dressé à la fois le constat et poser quelques jalons sur comment essayer de regagner de l'autonomie stratégique en Europe sur ces sujets. Et puis, il y a un collectif qui s'est formé à partir de janvier-février en Europe, à l'initiative de Cristina Caffarra, avec à la fois d'abord une vision, un pitch, et dans un deuxième temps, un certain nombre de réunions et puis l'élaboration collective du rapport que vous évoquez, qui donc donne un certain nombre de pistes que j'imagine on va développer dans quelques minutes. Absolument. Alors, Eurostack, c'est une référence à l'euro aussi en tant que monnaie, la manière dont on a bâti l'Europe autour de la monnaie. Yann Lechel, parce que là, on ne parle pas de solutions en fait, pour créer des géants du numérique, des plateformes de services numériques. On parle vraiment de créer une infrastructure numérique souveraine européenne, Yann.
Oui, tout à fait. Alors, le terme est intéressant parce qu'il capture l'essence même de ce qui nous manque. Et à la fois, il décrit cette notion de stack. Donc, le terme stack signifie un petit peu la pile qui s'empile, et c'est un millefeuille de technologie. Donc, je vois le sous-titre qui est affiché là, créer une infra souveraine. En réalité, cette infrastructure, elle est plurielle, elle existe déjà avec des acteurs qui sont positionnés à tous les niveaux de la stack, donc à tous les niveaux de la pile. La question principale concerne le fléchage des achats qui sont largement orientés vers ces prestataires américains qui sont excellents par ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt de dire comment pouvons-nous connecter l'offre locale avec la demande locale pour rediriger une grande partie de ces flux, en partant aussi du constat que la méthode européenne a souvent utilisé les subventions, et cette technique de financement de l'offre n'est pas très efficace, alors qu'aux États-Unis, on sait très bien que ce sont les contrats, notamment les contrats issus de l'administration publique, donc l'achat public, qui forge ces géants parce qu'ils bénéficient de contrats fédéraux ou au niveau de chaque État, des dizaines de milliards parfois, qui leur permet d'avoir une commande ou une précommande même, qui va financer le produit. Voilà, donc c'est cette équation intéressante qu'il s'agit de résoudre ici. Donc le constat est clair, nous avons une partie de la pile déjà identifiée, et on peut penser infrastructure, donc on pense le bas de la pile, il y a le haut de la pile, il y a les couches intermédiaires, donc nous avons des acteurs cloud. En France, on connaît bien OVH, Scaleway, Outscale, il y en a d'autres sur les couches un peu plus hautes, PASS. Voilà, donc la question c'est comment est-ce qu'on regroupe ces énergies, ces acteurs de la place qui sont pertinents, mais qui sont très fragmentés, et comment est-ce qu'on se présente collectivement en face de la demande, que sont les grands acheteurs, l'acheteur public et l'acheteur privé. Donc ça veut dire que vous partez du principe que cette bataille sur les infrastructures, elle n'est pas perdue. Ça engage quand même un changement politique, culturel presque en Europe très important, ça. Alors, on ne peut pas effectivement abandonner cette bataille. On dit régulièrement qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie émergente, certains acteurs politiques disent c'est pas grave, on a perdu la bataille X ou Y, ouais. Mais vous inquiétez pas, il y a une nouvelle bataille et on est super fort, par exemple sur l'IA en ce moment. Non, là on parle de la stack, c'est peut-être là qu'il y a une originalité de l'approche Eurostack et de la vision Eurostack, c'est qu'on envisage absolument tous les niveaux, depuis le hardware, les CPU, l'infrastructure, le réseau, les systèmes d'exploitation, les outils de développement, les outils du cloud, et puis les applications d'entreprise plutôt, puisque c'est essentiellement à ça qu'on s'adresse, surtout quand on parle aux administrations. Donc la bataille n'est pas perdue parce que, encore une fois, on a un plan et on pense qu'avec ce plan, c'est tout à fait possible de faire bouger les choses assez rapidement. Il y a des initiatives... Alors dans ce plan, parce que quand on entend Yann, dans ce plan, on entend le Buy European Act. Voilà. Alors, tout le monde appelle de ses voeux, là aussi quand même depuis pas mal de temps. Tout à fait. Alors, il y a 3 piliers, Buy European, Sell European, Fund European, et puis il y a un 4e qui est la notion d'open source, openness en général. Alors, pour le Buy European, il y a des précédents. Alors, il y a toute une bataille qui remonte à peut-être plusieurs décennies, je n'ai pas de tout l'historique en tête, mais il y a aussi c'est Buy European Tech, donc on n'est pas sur une démarche protectionniste, absolument pas. On est sur une démarche où on a des dépendances technologiques et dont on se rend compte, alors, un certain nombre de personnes s'en rendaient compte déjà il y a 30 ans ou 40 ans, les pionniers du logiciel libre s'en sont rendus compte il y a très longtemps, un certain nombre de décideurs politiques s'en rendent compte aujourd'hui. Il y a un rapport du Parlement européen qui va bientôt très probablement être adopté en plénière et qui donne un certain nombre à la fois de constats et puis quelques pistes. Et donc, nous pensons que en activant à la fois ce Buy European, mais aussi Buy Open Source, Buy la notion d'interopérabilité qui a été un élément essentiel de la politique européenne du numérique dans les années 2000 et puis qui finalement est un peu tombé en désuétude à cause d'un lobbying adverse des acteurs américains, que tout ça peut être réaligné compte tenu du contexte géopolitique actuel, qui est une motivation, c'est clair. Donc si les acteurs politiques au niveau européen, au niveau des États membres,
d'un côté, et puis de l'autre côté, l'industrie se met aussi en ordre de bataille, on pense que c'est une bataille qui est tout à fait gagnable, bien sûr. Alors, il y a d'un côté effectivement le contexte qui favorise cette prise de décision. D'un autre côté, il reste quand même toujours ces sujets d'investissement parce que, alors, acheter européen d'abord, ok, mais jusqu'à quelle hauteur et quel est le niveau des investissements nécessaires pour vraiment réussir à construire, à bâtir cette infrastructure numérique, Yann? Ça, c'est deux sujets qui risquent de toujours poser de grandes difficultés à l'Europe. Tout à fait, mais il faut penser en flux plutôt qu'en stock et la réponse n'est pas binaire. On est plutôt dans une approche qui consiste à partir de l'existant. Et cet existant n'est pas nul. Il y a de très bons acteurs qui ont de très bonnes compétences techniques. Le sujet, c'est comment passer d'une PME à une entreprise de taille intermédiaire, puis éventuellement, à terme, une entreprise qui atteint le niveau du CAC 40 et qui devient une big tech en Europe. Ça peut prendre 30 ans au rythme actuel, si on considère les capitaux risques, qui d'ailleurs ne s'intéressent qu'à l'IA en ce moment, ou en tout cas à l'innovation de rupture, et pas tant la stack. Donc il faut effectivement continuer d'investir dans ces éléments qui sont plus infrastructurels et plus classiques, d'une part, mais d'autre part, il faut trouver des tactiques. Et donc Stéphane évoquait cette notion d'openness, c'est un petit peu l'arme du challenger. Et si on réaligne et on profite de cette opportunité extraordinaire que nous offre M. Donald Trump en nous rendant de force plus autonomes, nous n'avons plus le choix. L'Europe doit devenir autonome sur un certain nombre de sujets, dont le sujet militaire, mais aussi le sujet stratégique de la technologie sur laquelle la société est appuyée. Donc aujourd'hui, nous devons saisir cette opportunité, utiliser l'openness pour créer de l'interopérabilité et d'inonder, en quelque sorte, le tissu entrepreneurial de technologies qui vont converger et qui vont être accessibles au plus grand nombre, y compris les acheteurs, et ensuite arrêter de croire que ce n'est que en stimulant l'offre par les capitaux qu'on va créer des champions. Il faut que la demande s'implique. Donc il y a un certain nombre de vecteurs à mettre en œuvre, très pragmatiques, très logiques, sans recréer un énième machin à Bruxelles, parce que ça n'a jamais marché. Effectivement. Mais si on rentre plus dans le détail, Stéphane, sur, je posais la question, jusqu'à quelle hauteur on achète européen, par exemple? Quels objectifs vous vous fixez? Enfin, se fixe l'Eurostack. Alors, nous, on se fixe des objectifs de 100%, hein, on va être très clair. On est dans un contexte où on a une justification légale, hein, enfin des problèmes juridiques qui sont les lois extraterritoriales américaines qui font que, en fait, le gouvernement américain peut contrôler non seulement les données, mais également les technologies, finalement, que les Européens utilisent. On l'a vu avec l'exemple récent de la Cour pénale internationale, hein, le fait que, parce que c'était un organisme qui ne plaisait pas à l'administration Trump, il a vu ses accès à sa messagerie et peut-être à d'autres services de Microsoft coupés assez brutalement. Donc là, l'objectif, je dis, est-ce que c'est un objectif de 100% après... Mais ce serait une obligation. C'est pas déjà, pareil. L'objectif et l'obligation. Respecter l'ensemble des réglementations européennes, qui, notamment le RGPD, hein, qui clairement exclut un certain nombre de traitements de données en dehors d'Europe et en particulier dans des pays qui n'offrent pas les garanties, des vraies garanties de confidentialité. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement une préférence pour les solutions européennes. On ne peut pas, et encore une fois, on parle d'autonomie stratégique, on ne parle pas d'autarcie. Donc il s'agit bien sûr de prendre en compte qu'on est dans un monde globalisé, connecté, qu'il y a des technologies qui arrivent de tous les côtés. L'open source est un avantage énorme parce que c'est une technologie qui est effectivement, enfin c'est un type de technologie qui est mondial, hein, avec des contributeurs dans tous les pays, et donc il n'y a pas forcément, ou il y a moins, on va dire, ou très peu de contrôle effectif d'un pays sur telle ou telle technologie open source. Même donc, si une partie de l'open source peut être financée par des entreprises, notamment des géants américains. Oui, alors bien sûr, et il faut être capable de jouer. Alors moi j'ai ce que j'appelle les critères low-tech, hein,
5 critères qui permettent de définir si une solution ou une offre technologique est souveraine ou pas. Donc c'est les critères légaux, organisationnels, technologiques, économiques et culturels. Et en cumulant ces 5 critères, aujourd'hui, voilà, on a l'offre, comme disait Yann, on a l'offre européenne qui existe. L'offre existe, elle n'est pas suffisamment valorisée d'une part, ça c'est le premier point. Il y a des solutions, et Jean-Paul Smets, que vous connaissez bien, évidemment, agit beaucoup pour valoriser un certain nombre de ces offres. Et il y a un deuxième point qui est la capacité à travailler ensemble, la capacité à intégrer des solutions. Et c'est pour ça que la vision Eurostack, c'est de fédérer, de valoriser et de perfectionner les solutions européennes. Et donc ça, c'est le côté offre. Donc on a le côté demande qui est plutôt achat public et aussi à stimuler l'achat privé autour des solutions européennes. Alors avec quand même, parce que pour la question des objectifs chiffrés, moi j'ai vu 25% en 2027 de quotas de marché public pour les fournisseurs européens, 50% en 2030. Donc il y a quand même une grille qui est déjà fixée dans... Non, ça c'est des propositions qui sont pas définitives. Ah bon, d'accord. Pour l'instant. Donc pour l'instant, on essaye de discuter effectivement avec la Commission. Il y a des discussions à assez haut niveau par rapport dans le cadre de réglementations qui sont en préparation. Après, on va voir de quel côté la pièce va tomber. Mais en tout cas, nous, on pense qu'on a des arguments pour résoudre un certain nombre de problèmes et qui sont des problèmes de la Commission aujourd'hui, compte tenu, encore une fois, du contexte géopolitique. Oui, donc ça se passe au niveau européen très clairement, mais dans l'Europe, il y a la France. Comment se positionne la France sur ce sujet, Yann? Est-ce que vous avez le sentiment que justement la France porte véritablement, parce qu'on entend qu'Emmanuel Macron a vraiment pris la mesure et peut-être même les devants de la souveraineté nécessaire en Europe vis-à-vis de l'allié américain. Est-ce que vous le constatez dans la tech? Alors, c'est une question complexe et chaque pays se la pose. Est-ce que finalement l'intérêt premier, c'est la nation et en second lieu l'Europe, qui est un projet qui est toujours un projet en réalité? Ou est-ce que finalement on efface un petit peu la nation, on la met sur le second plan sur ces sujets où le bon niveau du curseur, c'est évidemment l'Europe pour être compétitif vis-à-vis des États-Unis et de la Chine? Donc la structure pour moi, c'est l'Europe. Évidemment, le sujet Eurostack parle au niveau européen. Donc nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche. Je pense que le président de la République a le bon discours, c'est-à-dire que très souvent il parle de l'Europe, parfois même en premier. C'est l'opportunité même peut-être pour la France d'être leader et d'emmener d'autres pays européens dans cette démarche qui est collective plutôt que individualiste au niveau de chaque pays. Mais pour revenir sur le sujet des objectifs, et c'est plutôt ça qu'il faut régler, Stéphane a raison, les textes de loi sont là, on ne les applique pas assez, donc parfois il faut faire ce qui a été écrit et décidé. 100% n'existe pas nulle part. Les Américains n'ont pas une autonomie stratégique à 100%, ça n'existe pas, et tu le disais, Stéphane a juste raison. La grande question, c'est comment inverser la tendance, puisque chaque année, nous nous enfonçons, alors même que la technologie et le marché de la technologie, du numérique, ne cesse d'augmenter. Donc on est sur une croissance qui devrait permettre à tout le monde de profiter de la manne. Or, chaque année, très certainement la France et l'Europe s'enfoncent dans ces dépendances. Et ce qui est intéressant dans le terme Eurostack, c'est que ça fait référence à l'infrastructure. Donc le cloud, toujours le cloud. Et ces technologies ont tendance à se sédimenter vers le bas de la stack. Et l'IA, aujourd'hui, qui est sur le haut de la stack, aura tendance à favoriser les acteurs qui sont en bas de la stack. Donc il faut faire très attention, parce qu'il faut une vue globale de la technologie. Il ne faut surtout pas se dire, et tu le disais très bien, Stéphane, oh, on a raté la vague précédente, la guerre n'est pas perdue, on va miser sur le futur. Non. En fait, il faut une approche holistique, intégrée, et un travail collectif pour inverser la tendance. C'est le premier objectif. Ce n'est pas une question de quota, etc. Le quota est un instrument qui permet d'atteindre un objectif, mais l'objectif, c'est d'inverser la tendance, urgemment. Et là, donc, vous avez véritablement un plan d'action. Merci beaucoup, Yann Lechel, donc cofondateur de Probable AI, et Stéphane Fermigier, coprésident du Conseil national du logiciel libre, pour vos éclairages sur ce sujet. Merci. Merci Delphine.
On termine cette édition avec notre rendez-vous mobile business qui est incarné par Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la publicité qui débarque dans les super apps comme Telegram, WhatsApp ou ChatGPT. Bonjour Delphine, effectivement, coup de tonnerre de l'univers du messaging et des super apps, car plus de 10 ans après le rachat de WhatsApp par Meta, la maison mère de Facebook a décidé d'ouvrir cette application à la publicité. Cette option qui était rejetée par Yann Koum, le fondateur de WhatsApp, devrait toutefois être cantonnée à l'onglet Actu, déjà consulté par 1,5 milliard de personnes chaque jour. Et concrètement, ces annonces prendront la forme de publicité sous statut pour déclencher une conversation avec une marque ou de chaînes sponsorisées pour découvrir de nouveaux contenus issus de l'annuaire de WhatsApp. Mais il n'y aura pas de publicité dans les groupes de discussion, dans les conversations interpersonnelles. Ok. C'est une nouveauté pour WhatsApp et pour la messagerie ? Alors, WhatsApp était un peu une exception dans un univers de la messagerie qui effectivement se tourne progressivement vers la publicité. On peut par exemple citer le marché du SMS. Selon la F2M, il y a plus de 14 milliards de SMS sponsorisés qui sont envoyés chaque année rien qu'en France. On a également la messagerie Telegram qui s'est récemment également ouvert à la publicité avec le lancement de sa propre plateforme Telegram Ads qui permet d'avoir des liens avec de l'affiliation. Et puis il y a également tout ce qui se passe dans l'univers du RCS qui est le successeur du SMS soutenu par Apple, par Google et par tous les opérateurs. Il y a pratiquement 300 annonceurs qui testent le RCS et ça devrait également être très important dans l'univers publicitaire dans les prochains mois. Et alors, est-ce que vous voyez d'autres super apps qui se lancent dans la pub ? Alors oui, effectivement, ces derniers mois, beaucoup d'applications qui avaient des modèles qui reposaient plutôt sur les abonnements sont en train de se tourner vers la publicité. Alors dans l'univers du streaming, on peut évidemment citer Netflix ou Disney+, qui ont annoncé le lancement de leur régie, qui ont de grandes ambitions sur ce marché. Mais la publicité devrait également faire son arrivée au sein de ChatGPT. Il y a quelques jours, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a admis qu'il étudiait de très près des formats tels que les liens sponsorisés. Donc ça ressemblerait beaucoup aux Search Ads qui ont fait la fortune de Google et qui lui rapportent désormais chaque année plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bah oui, il faut trouver un business model à un moment. Justement, ça représente quoi ce marché de la pub dans les messageries ? Alors, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Selon l'Observatoire de l'e-publicité du SRI, la pub mobile en France, c'est déjà 7,7 milliards d'euros. C'est à peu près 70% du marché de la pub digitale. Mais pour qu'on se rende compte, c'est le double de l'intégralité des investissements qui sont faits par les annonceurs en télévision, un média qui était pourtant incontournable pendant un demi-siècle. Dans le monde, Statista estime que la publicité mobile représente 513 milliards de dollars, 173 milliards pour le web, mais déjà plus de 340 milliards pour les applications. Pour les éditeurs d'applications, la pub mobile représente désormais 2 fois plus que la vente de contenu évaluée à 172 milliards. C'est un énorme marché. Et est-ce que cette publicité, elle est bien acceptée par les utilisateurs ? Alors pas vraiment, selon un sondage très récent publié par l'Institut CSA, 84% des Français se disent agacés par la publicité sur leur smartphone. C'est plus qu'en télévision, 77%, ou qu'en radio, 66%. Sur smartphone, trop de pub tue la pub. L'encombrement publicitaire nuit à l'usage du mot binoté et à l'efficacité de la publicité. D'un point de vue média, il faut privilégier la qualité du contact plutôt que la quantité, m'a expliqué Yves Delfrat, le directeur de l'Institut CSA. Un appel à la modération qui relève du bon sens, mais qui ne sera peut-être pas entendu par les éditeurs d'applications à la recherche de nouvelles sources de monétisation. Ah oui, mais s'ils veulent que ça marche, il faut que ce soit accepté, sinon ça ne marchera pas. Donc écoutez, merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écran Mobile, que vous suivez ce secteur du mobile dans sa partie business économie de près. Merci de le faire pour nous dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc Smart Tech, votre émission sur l'innovation et le monde du numérique. On se retrouve très bientôt. Excellente journée à tous.